Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour la première partie du bilan lecture du mois de novembre avec le top flop. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 12 œuvres en tout qui correspondent donc aux lectures que j'ai pu faire ce mois-ci. Sans plus tarder, c'est parti. Pour la première œuvre, je vais pas la classer puisqu'il s'agit d'un roman, c'est La déchéance d'un homme. Il y a eu 2 adaptations en manga, une par Junji Ito, qui est d'ailleurs a été réédité ce mois-ci, mais c'était trop tard pour vous la présenter dans les achats manga, donc je vous la présenterai à la fin du mois de décembre. Et une autre adaptation qui a été faite par Usamaru Furuya, et il existe l'édition intégrale chez IMHO. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est un roman assez court, puisqu'on est à peu près sur 130 pages, et c'est une œuvre que l'on pense très largement autobiographique de la vie d'Osamu Dazai, son auteur. Il va découper La déchéance d'un homme sous forme de 3 cahiers et va en quelque sorte s'inventer un double qui s'appelle Oba Yozo, qui va raconter sa propre histoire, donc l'histoire d'un jeune bourgeois qui avait toutes les armes pour bien débuter dans la société, mais qui n'arrive pas à rentrer dans les cases et qui méprise très tôt la société, c'est-à-dire qu'il se fait passer pour un bouffon pour pouvoir s'intégrer très facilement. Sauf qu'un jour il va décider de s'émanciper de la ligne que lui a tracée sa famille, et il va sombrer dans une sorte de décadence qui va être de plus en plus forte. Il va tomber littéralement dans les enfers. Alors moi personnellement j'ai adoré le roman, j'avais lu l'adaptation de Usamaru Furuya et j'ai pas encore lu celle de Junji Ito, ça ne saurait tarder. Et je sais que Usamaru Furuya avait pris des libertés par rapport à l'histoire, donc c'est toujours bien d'avoir une connaissance de l'œuvre originale, surtout que encore une fois elle se lit très vite. Par contre ce qu'il faut savoir c'est que c'est très sombre, encore plus sombre que ce qu'on peut voir dans l'adaptation de Furuya, je sais pas pour celle de Junji Ito. Et le personnage, donc le double de l'auteur, est encore plus pitoyable, je trouve, dans le roman que dans l'adaptation de Furuya. Donc si vous avez aimé l'une des adaptations, les deux, ou que vous voulez découvrir l'œuvre originale en premier, je vous conseille de vous procurer La déchéance d'un homme d'Osamu Dazai chez IMHO. À la 11e et dernière place, on va passer assez vite puisque c'est Doron Shibimaru. C'est l'une des dernières œuvres qui me manquait dans le catalogue IMHO, vous savez que j'aime collectionner, et donc j'ai collectionné toutes les œuvres qui font partie de ce catalogue. Il m'en manque encore quelques-unes qui sont plus éditées, et vu que je commande quasiment tout le temps directement sur le site d'IMHO et que j'ai pas mal discuté avec Benoît en lui disant notamment que je cherchais à compléter un petit peu ma collection IMHO, il m'a dit qu'il lui en restait un en stock de Doron Shibimaru et il me l'a retrouvé pour pouvoir me l'envoyer. Donc je l'ai lu, mais on va dire que c'est vraiment pour la collection parce que dans ce titre on va suivre Doron Shibimaru qui est un petit ninja et qui va faire toutes sortes de gags. On est plus sur justement un gag manga, sauf que honnêtement ni les dessins ni l'humour ne m'a touché, ça a pas très bien vieilli, on va pas se mentir, mais bon je suis quand même content de posséder cette œuvre et elle satisfait mon côté collectionneur. À la 10e place, je peux pas vous le présenter puisque je l'ai déjà revendu, c'est le tome 10 de Holy Land. Je vous avais dit dans les achats qu'il m'avait pas convaincu et que j'allais le mettre en vente sur Vinted. Il est parti assez vite, j'ai revendu donc les 10 tomes. Voilà, pareil que pour Doron Shibimaru, je vais passer rapidement dessus parce que j'ai été globalement déçu de cette série. Ça avait bien commencé, ça c'était prometteur, mais le fait que l'auteur ait prolongé son œuvre en 18 tomes fait qu'on retrouve en fait toujours les mêmes schémas, c'est-à-dire avec ce personnage de Yu qui est totalement torturé, qui à un moment va prendre du poil de la bête et va aller casser la figure à tout le monde, et puis le tome d'après il va re-rentrer dans une introspection, il va se remettre en question totalement, il va déprimer, il va falloir que ses amis aillent le chercher pour essayer de lui faire remonter la pente. Il va remonter la pente, il va recasser la figure à tout le monde, et bis repetita. Et en fait, là on est au tome 10, il y a 18 tomes, ça veut dire encore 8 tomes à se farcir ça, moi je pouvais pas. Et je trouve que c'est vraiment dommage de pas avoir fait une série plus courte de la part de Kujimori, parce que c'est une série que j'aurais peut-être gardée si elle s'était terminée au tome 7-8 par exemple. Sauf que là, honnêtement, je me vois vraiment pas continuer à lire toujours la même chose en fait, et je me rends compte que quand j'achète Holy Land, j'attends pas de lire le titre et c'est toujours tout au bas de ma pile à lire, donc autant se concentrer sur les œuvres que j'aime vraiment dans ma collection. À la 9e position, on retrouve du Jiro Taniguchi avec Ice Age Chronicle of the Earth. Alors c'est pas parce qu'il est à la 9e place que j'ai pas aimé, au contraire, j'ai bien aimé le titre, je suis même plutôt surpris par rapport aux attentes que j'en avais. Vous vous doutez bien que le fait que ce soit le dernier titre du full set de Jiro Taniguchi que je me procure, ça veut dire aussi que c'est un des titres que j'attendais le moins. C'est donc une œuvre de science-fiction de Jiro Taniguchi en 2 tomes. Avant de commencer, il faut savoir que le manga n'est pas vraiment achevé. Jiro Taniguchi aurait voulu faire d'autres tomes, donc sur la fin du tome 2 on est plus sur la fin d'un arc que sur la fin du manga. L'action va se situer dans le futur, dans un futur post-apocalyptique où nous sommes entrés dans une nouvelle ère glaciaire et on va suivre nos personnages qui vont se lancer dans une expédition
périlleuse pour tenter de survivre. Personnellement, même si j'ai pas toujours tout compris, j'ai trouvé l'œuvre vraiment très ambitieuse et ça se voit que Jiro Taniguchi a mis toute son âme, que ce soit dans le dessin ou même dans l'histoire. Parce que même si on comprend pas tout, on sent qu'il avait plusieurs tomes de prévus dans sa tête. Et graphiquement, on est face à l'une des plus belles œuvres de l'auteur. On sent cette prise de risque, on sent aussi l'inspiration d'autres auteurs de SF comme Otomo ou comme Satoshi Kon, notamment avec cette immensité urbaine parfois. Et rien que pour toutes ces raisons, pour moi, ça vaut le coup de découvrir Ice Age Chronicle of the Earth. C'est pas le meilleur manga de Jiro Taniguchi, mais par contre, on voit qu'il y avait une idée initiale qui était vraiment très bonne, et on voit tout le cœur qu'a mis l'auteur dans ce titre-là. À la 8ème position, dans l'abîme du temps de Gutanabe, c'est les chefs-d'œuvre de Lovecraft. On va être en gros sur l'histoire d'une personne dans les années 30 qui va d'un coup faire un malaise et se réveiller des années plus tard, sauf que son corps, lui, a continué à vivre avec l'esprit de quelqu'un d'autre à l'intérieur. Et il va se rendre compte que c'est un rapport avec une certaine civilisation, et on va voir ce mystère qui petit à petit va se désépaissir, notamment avec l'enquête que va mener le personnage, puisque ce trou dans sa vie, cette autre personne qui a pris sa place dans son corps, a eu des impacts, lui, sur sa vie, puisque pendant cette période-là, il était tout bonnement insupportable, et presque tout le monde après ses distances avec lui, dont certains de ses enfants, sa femme, etc. J'ai trouvé l'œuvre vraiment très intéressante. Graphiquement, n'en parlons pas, c'est excellent, c'est du Gutanabe. D'ailleurs, qui sera présent à Angoulême. Je n'y serai pas pour ma part, mais profitez bien des expositions, puisqu'il y a 3 très beaux auteurs cette année qui sont présents. Moi, j'ai nettement préféré la première partie à la deuxième. J'ai trouvé qu'il y avait peut-être quelques longueurs dans la deuxième, mais globalement, c'est une très bonne œuvre. Et je trouve que cette dimension du temps, mais aussi cette dimension du transfert du corps qu'on peut retrouver dans d'autres mangas, elle est très bien exécutée. Il n'y a pas vraiment d'incohérence. On est toujours dans un flou artistique un petit peu dans les œuvres de Lovecraft, mais ça reste assez cohérent, ça reste assez clair, et c'est ça que j'ai aimé avec Dans l'abîme du temps. 7ème position pour le tome 1 de Kojiro du clan Fuma, ce beau bébé. Alors j'ai opté pour cette édition avec la couverture limitée, d'une parce que je la trouvais plus jolie, et de deux parce qu'elle sortait un mois avant l'édition normale aussi, donc j'avais envie de découvrir l'œuvre avec la première édition qui sortait. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, faut savoir que je suis pas un fan de Senseiya, j'ai pas grandi avec, je suis pas particulièrement fan des dessins, pour moi je trouve que ça a malheureusement un petit peu vieilli, et Kojiro du clan Fuma c'est par le même auteur que Senseiya, donc Masami Kurumada, et vous savez aussi que je soutiens énormément la maison d'édition Naban, et que j'achète toutes les œuvres qui sortent, donc sachant que c'est Naban qui l'a édité, je me suis dit ça peut aussi me faire un bon exercice pour essayer de découvrir le travail de l'auteur. En gros, dans Kojiro du clan Fuma, on va avoir 2 écoles qui sont rivales, qui vont s'affronter, 2 écoles de ninja. Sauf que l'une des 2 écoles se fait un petit peu dominer et va faire appel au clan Fuma pour qu'il lui envoie un ninja afin de leur venir en aide et de pouvoir vaincre l'autre école. Bon, c'est une histoire somme toute assez classique. D'ailleurs, dans l'exécution, c'est très classique aussi. J'ai quand même bien aimé. Vous voyez, si c'est placé au-dessus de tomes que j'ai bien aimé aussi, comme du Jiro Taniguchi ou du Gutanabe, parce que ça se lit assez facilement. Finalement, le dessin, je me suis petit à petit habitué, même si c'est très imparfait. Il y a des visages, des fois, on dirait même pas des visages tellement ils sont dessinés très rapidement. Et même si au niveau de l'histoire, ça casse pas 3 pattes à un canard, je me suis quand même pris au jeu. Et j'ai dévoré ce tome 1 qui est un beau bébé comme vous l'avez vu. Il n'y a pas énormément de texte non plus, donc ça se lit assez vite. Ce que j'ai aimé aussi, c'est l'édition. Je sais que ça a été critiqué pour le prix, mais je trouve quand même qu'on a un nombre de pages couleurs incalculable. On a cette très bonne idée aussi d'avoir mis les pages promotionnelles du moment où le manga a été publié dans le Jump. Donc on a les traductions bien sûr, mais on a vraiment les trucs d'époque, et ça m'a fait bien sourire des fois les phrases d'accroche. Je vous prends par exemple celle-ci. Il se déplace à la vitesse de l'éclair tout en restant figé tel un arbre. On voit que c'est vraiment les phrases d'accroche de l'époque, et c'est ça qui est sympa en plus de se replonger dans un manga devenu assez old school maintenant. On se replonge aussi dans la promotion des années où ça a été publié, et ça rajoute à l'ambiance de lecture et au fait qu'on se plonge vraiment dans le manga, je trouve. Donc beau travail de la part de Naban pour avoir édité ce titre, et je vais continuer avec plaisir Kojiro du clan Fuma avec les 2 autres tomes qui sortiront. Encore du Gutanabe à la 6ème place avec La couleur tombée du ciel. Dans ce récit, on va voir dès le début du récit une météorite qui va tomber chez une famille. Elle va de suite être convoitée par des scientifiques qui vont vouloir l'étudier, et ils vont se rendre compte que la matière dont est faite cette météorite et la couleur surtout du noyau
de cette météorite. Ça n'a jamais été vu avant. D'où le titre du récit, La couleur tombée du ciel. Mais le hic aussi, c'est que cette météorite, elle va commencer à avoir des impacts sur l'environnement autour duquel elle est tombée, et surtout sur la famille des Gardner, qui sont les propriétaires de ce terrain sur lequel cette météorite est tombée. On est dans du Lovecraft, du Gutanabe, donc c'est pas très positif. Vous vous doutez que les Gardner, ils vont pas bien vivre avec cette météorite qui a empoisonné leur sol en fait, et qui vont tomber dans un vrai cercle vicieux de malheur. Alors cette histoire, je l'ai lue quasiment d'une traite, c'était très difficile de décrocher, le trait toujours aussi somptueux, et en fait on voit cet enchaînement d'événements terribles et on a envie de savoir jusqu'où ça va aller. Donc je vous conseille vraiment cette œuvre qui est l'une des meilleures que j'ai lues de Gutanabe jusqu'à maintenant. Je suis pas sûr qu'elle soit souvent citée parmi ses meilleures, mais en tout cas moi elle m'a bien convaincu, et surtout j'étais captivé tout le long. Donc très content de ce petit coffret qui contenait Dans l'abîme du temps et La couleur tombée du ciel. À la 5e position, on retrouve La croisade des innocents, le tome 1, par Ousamaru Furuya, qui est un auteur que j'adore, vous le savez, et c'est édité chez IMHO, ça avait jamais été édité avant. Dans La croisade des innocents, on a un petit peu le même schéma qu'on peut retrouver dans Litchi Carré Club, c'est-à-dire qu'on va avoir un leader, Étienne, qui va se constituer un groupe d'enfants pour aller libérer Jérusalem, et on va avoir toute une multitude de personnages qui vont être développés, et c'était le cas aussi dans Litchi Carré Club où on avait une dizaine de personnages. Et là c'est pareil, on a une dizaine de personnages, ils vont tous avoir leur importance, leur particularité, et c'est ce genre de schéma narratif chez Furuya que j'aime beaucoup. Faut savoir que c'est l'une des œuvres que j'attendais le plus cette année, vu que je possède tout ce que l'auteur a fait, qui est sorti en France en tout cas. Je suis toujours très preneur d'œuvres inédites en France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'intrigue en plus débute en France, même si l'objectif reste de marcher jusqu'à Jérusalem. C'est une série terminée en 3 tomes et j'ai vraiment hâte de découvrir les 2 autres tomes pour voir où vont nous amener ce groupe d'enfants, sachant que, encore une fois, comme dans Litchi Carré Club, le leader Étienne semble devenir de plus en plus autoritaire. C'était le cas aussi du leader dans Litchi Carré Club. Et donc on va voir un petit peu dans ce groupe d'enfants qui va essayer de s'émanciper, qui va essayer d'aller contre cette autorité, et surtout qui va continuer l'aventure jusqu'au bout, puisque dans les œuvres de Furuya, c'est pas les bisounours, on s'attend à ce que des personnages, même si ce sont des enfants, meurent. Et d'ailleurs, vous voyez même sur la couverture, si on compare à Litchi Carré Club, on a vraiment le même style. Et il faut savoir que l'œuvre a été faite 1 an après Litchi Carré Club, donc on comprend un petit peu ce style de l'auteur qui était assez cohérent à l'époque. 4e place pour L'habitant de l'infini, tome 6. Toujours aussi fan de cette histoire, de ce manga de samouraï. Moi je suis pas un grand fan de manga de samouraï normalement, et celui-ci est largement mon préféré pour l'instant. Les dessins, les combats, tout ça c'est un petit bijou. Donc je suis très content ce jour-là d'être rentré dans ma librairie et d'avoir pris ce tome 1 de L'habitant de l'infini, qui était pas du tout prévu dans mes achats, juste parce que j'aimais bien la couverture, j'aimais bien la texture du tome de cette réédition, et j'ai vraiment bien fait, parce que c'est une très très belle découverte et l'une certainement de mes meilleures découvertes de l'année 2024. Médaille de bronze pour le tome 2 de La planète verte de Keigo Shinzo. Cette histoire qui nous fait un petit peu penser à Tokyo Alien Bros, où cette fois ce sont des humains qui vont débarquer sur une planète extraterrestre, où il y a d'un côté des hommes grenouilles et de l'autre côté, un peu plus en hauteur, des humains comme eux, qui sont pas vraiment comme eux. Et le héros, Takeichi, qui est un petit peu sur la défensive au début, va de plus en plus s'adapter à cette planète et faire la connaissance de cette jeune fille qui est sur la couverture. Mais on se demande aussi d'où elle vient. La critique du tome 1 n'avait pas été folle chez mes collègues youtubeurs ou sur Instagram. Je pense que je faisais partie des rares à avoir vraiment bien aimé le tome 1. J'ai encore préféré le tome 2, je trouve qu'on rentre encore un peu plus dans l'histoire, on comprend certaines choses qui ont été annoncées dans le tome 1. Et encore une fois, c'est ce que Keigo Shinzo sait faire du mieux, c'est du slice of life pur, avec ce côté très loufoque apporté par les hommes grenouilles, mais aussi par l'autre astronaute qui a accompagné Takeichi. Et en plus, ce côté très mystérieux de savoir pourquoi il y a cette séparation entre ceux qui ressemblent à des hommes sur une partie de la planète et de l'autre côté les hommes grenouilles qui sont vraiment des êtres très simplés. Mais on va avoir quelques réponses dans ce tome 2. Encore une fois, un super tome, vive Keigo Shinzo. À la 2e place, c'est un manga qui m'a été envoyé en numérique par Nazca. Je les remercie de leur confiance. C'est un one shot et ça a été un coup de cœur.
Ça s'appelle See You, There and Us. La date de sortie a récemment été annoncée, ce sera le 26 décembre 2024. Ça devait sortir plus tôt, mais ils ont eu des problèmes avec l'imprimeur, il me semble, ou le distributeur. C'est un manhwa, donc un manga taïwanais si je me trompe pas. Et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Wu Xiaorong, qui subit pas mal de harcèlement, de moqueries à l'école, et qui de ce fait déteste l'école. Et en fait, quand elle va rentrer en 3e année d'école primaire, elle va rencontrer une autre jeune fille qui elle s'appelle Tong Kewei, et elle au contraire elle est très populaire, très appréciée, très belle, ce qui fait que vu comme ça elles pourront jamais être copines, sauf que vous vous doutez c'est ce qui va arriver, et il va se créer une amitié super belle entre les deux filles, mais surtout une amitié qui se construit autour d'une passion commune qui est le manga. Alors ce manhwa, je l'ai trouvé à la fois magnifique dans ses dessins, mais aussi dans son histoire. C'est une très très belle histoire. Et surtout dans cette pureté de l'amitié entre ces deux jeunes filles que normalement tout oppose, mais au final que tout rapproche. Et c'est ça, en fait, See You, There and Us. C'est avant tout une histoire forte d'amitié et un vrai message qui montre en quoi la puissance de l'amitié peut t'aider à tout surmonter. Tous les messages sont pleins de sens et ça nous aide, nous lecteurs justement, à nous identifier aux personnages. Avant que Nazca me propose de m'envoyer ce titre, c'est déjà un titre que j'avais repéré, qui m'avait attiré avec sa couverture que je trouve très belle, et j'avais trouvé le synopsis très prometteur, et ça tient toutes ses promesses. Comme je vous l'ai dit, c'est l'un de mes coups de cœur de l'année en termes de one shot. Vous savez à quel point j'apprécie ce format, et c'est très très bien respecté dans celui-ci. Donc je vous le conseille, soyez au rendez-vous le 26 décembre parce que ce titre vaut le coup et je pense et j'espère surtout qu'on va en entendre parler. À la première position, on retrouve le tome 6 de Blue Giant Explorer, l'un de mes titres en cours préférés. On continue à observer la quête de Dai, pas Dragon Quest, la quête de Dai Miyamoto aux États-Unis pour tenter de conquérir la scène jazz des États-Unis. Et pour moi, ce tome 6 est certainement le meilleur depuis le début de Blue Giant Explorer. Il va faire de belles rencontres, notamment avec le personnage qu'on peut voir sur la couverture. Et toujours ce gros défi américain pour Dai et pour l'autre personnage mexicain qui l'accompagne. Donc toujours aussi bon. Franchement, c'est génial. Blue Giant, si vous n'avez pas encore passé le pas, allez-y. Et je peux vous dire que cette 3e saison continue très bien. J'avais eu un avis un petit peu critique sur le tome précédent, puisque je trouvais qu'il avançait un peu moins, il faisait un peu moins avancer l'histoire. Mais dans ce tome 6, on revient à ce que Blue Giant sait faire de mieux. C'est absolument génial. Et c'est la fin de ce top flop manga du mois de novembre. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi quelles sont vos meilleures lectures du mois de novembre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour me soutenir, on est de plus en plus et je vous en remercie. Nous, on se retrouve très rapidement pour la partie 2 de ce bilan. En attendant, prenez soin de vous. Salut, ciao.